insufflée, elle est revitalisée par des personnes qui viennent d'ailleurs. Et ce soir, j'ai une pensée pour Édouard Glissant. Je sais que l'amour d'Édouard Glissant, je le partage avec François Nudelman, mais aussi avec bon nombre d'entre nous. Et je me souviens qu'ici même, on avait invité il n'y a pas très longtemps Wajdi Mouawad, qui maintenant fait un tabac, après l'université d'ici, fait un tabac au Collège de France, puisqu'il est le professeur invité du Collège de France, en parlant de la revitalisation de la langue française et en disant à quel point elle avait besoin de ses origines. Je ne sais pas, je pense que ce ne sont pas des origines géographiques, je pense que c'est plutôt des origines psychiques, mentales, qui viennent de très très loin et qui réalimentent cette langue sans arrêt en mouvement. Alors Gaël, j'ai entendu parler de lui avant de le connaître, et j'ai entendu parler de lui pas parce qu'il écrivait. J'ai entendu parler de Gaël parce qu'il chantait. Et j'ai entendu parler de Gaël parce qu'il chantait grâce à une de mes amies dont le fils assistait au concert de Gaël. Donc, c'est grâce à la musique que cette amie, qui est maintenant très importante, je pense, pour Gaël, avec qui je travaillais à l'époque, et ça me fait plaisir de dire son nom, elle s'appelle Catherine Nabokov. C'est grâce au fils de Catherine que j'ai entendu parler de Gaël. Et c'était extraordinaire parce qu'on est déjà au cœur du sujet de la problématique de la langue de Gaël Faye, c'est-à-dire qu'il parlait, ce jeune garçon, il parlait de poésie, il parlait de bouleversement sentimental, il parlait de douceur. Et à cause de ces mots-là, je me suis dit que Gaël Faye, il fallait aller l'écouter. Et puis, très vite, et là, ça sera ma première question, très vite, on est passé d'une littérature orale, chantée, psalmodiée, qui a embrasé le public. Quand je dis embrasé, il se trouve que pas très longtemps après, Gaël a accepté, avec d'autres écrivains venus d'ailleurs, à Radio France, de venir faire un concert. Et dans ce concert, vous êtes très nombreuses et nombreux ce soir, mais ils étaient encore plus nombreux. Et là, Gaël, tu n'étais pas connu, vous étiez, je regarde ce que vous voyez, vous n'étiez pas connu, mais tout le monde était pris. Il y avait quelque chose de l'ordre de la ritournelle, pour parler d'un concept qu'a utilisé Gilles Deleuze. Il y avait quelque chose qui se passait dans un désir de mémorisation et dans un désir d'être ensemble. Donc, Gaël est auteur de 2 livres pour le moment. On peut dire que c'est un jeune auteur, mais que c'est un auteur conséquent, important, très reconnu en France, très aimé pour de nombreuses raisons. Pas seulement parce que c'est quelqu'un qui sait chanter, qui sait écrire, qui sait écrire, qui sait chanter, parce qu'il invente à mes yeux une langue, et de cela nous allons parler ce soir, et qu'il va au-delà de sa propre possibilité dans quelque chose qu'il n'appréhende peut-être pas. Donc, voilà, j'ai relu les 2 livres de Gaël avant de vous retrouver ce soir. J'ai d'abord relu Jacaranda, puis ensuite j'ai fait un rebours, j'ai repris Petit Pays que je n'avais pas lu depuis la parution, et je me suis aperçue que dans ces 2 livres, bien évidemment, il y avait des thématiques communes, il y avait une recherche commune, qui est celle de la langue, je pense. Et donc, je voulais d'abord savoir si la question des origines s'était posée dans votre propre enfance, ou est-ce qu'elle a déboulé comme ça quand l'écriture s'est imposée. Merci pour cette présentation, pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors oui, la question des origines, c'est, je crois, une question qui a toujours été présente, qui vient d'un trouble de l'enfance lié à quelque chose de simple qui est la couleur de la peau. De,
de regarder mon père et ma mère, de voir qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau et que moi non plus, j'avais pas la même couleur de peau donc nous étions trois dans la même salle et on avait chacun une réalité différente, d'autant plus que vivre, donc je suis né, j'ai grandi au Burundi, donc dans ce petit pays qui est voilà, vraiment au centre de l'Afrique et la question de la peau, on nous la renvoie très, très rapidement. Donc, moi, j'étais appelé dans l'espace public Muzungu, le blanc, mon père également. Donc, il y avait comme ça une, c'était un questionnement de l'enfance, mais un questionnement qui ne créait pas de tiraillement, qui ne créait pas une envie euh, de trouver ma place. Les choses étaient telles qu'elles étaient et je les acceptais. Je pense que c'est l'exil, l'arrivée en France. Et je dis bien l'exil parce qu'on pourrait dire l'immigration ou bien l'arrivée en France tout simplement. Mon père étant français, ma mère rwandaise, donc c'était aussi, je suis né avec un passeport français, donc c'était aussi mon pays, mais je dis l'exil dans le sens l'arrachement à un lieu qui était le mien et, et dont je me sentais banni du fait de la guerre. Et donc, c'est cette arrivée en France qui a déclenché chez moi une forme de tiraillement et de questionnement d'identité que j'ai tenté de résoudre par l'écriture. L'écriture, c'était ma façon à moi je dis dans une de mes chansons, Métis, de rassembler le puzzle de mon humanité morcelée. Euh, Comme si le petit blanc que j'étais, donc le Muzungu au Burundi, arrivé dans cette France, tout d'un coup, on parlait de moi sous d'autres termes, le réfugié, l'Africain, le black, et donc c'était de réussir à recomposer à partir de ce que je ressentais comme un écartèlement. Voilà. Et l'écriture, ça a été cette possibilité. Et là, je parle d'un âge, c'était l'adolescence, hein, donc, et tout ça m'a accompagné très longtemps, et c'est certainement grâce aux auteurs de la Caraïbe que j'ai pu comprendre. Vous parliez de glissant, que d'un coup j'ai pu comprendre qu'on pouvait embrasser toutes les identités, qu'elles n'étaient pas mises en opposition, mais elles pouvaient être embrassées dans leur totalité. Donc, la question non pas du métissage, mais de la créolisation, pour moi est un concept encore plus beau que le métissage, parce qu'il il crée il crée une forme de vitalité dans tout ce qui nous irrigue. La question de la couleur de la peau, est-ce que elle est devenue importante au Burundi comme elle l'a été en France, ou est-ce qu'elle a été différente? Elle a été très différente. Parce que je n'avais jamais ressenti de racisme au Burundi. Ça peut paraître étrange, mais c'est-à-dire que lorsque dans l'espace public on parle de moi en tant que Muzungu, c'est valorisant, même si c'est agaçant, en fait j'aimerais simplement être considéré pour ce que je suis, c'est-à-dire un métis à ce moment-là. Euh, mais c'est toujours valorisant, donc on va payer plus cher, on va, on va, on va nous, je sais pas, par exemple, c'est une anecdote, mais ma grand-mère rwandaise, on était plusieurs cousins, et donc lorsque tout le monde était puni, j'étais moins puni que les autres. et, euh, et je le prenais très mal, d'ailleurs. Et non, mais c'est par contre le sentiment d'être dévalorisé pour sa couleur de peau, je l'ai ressenti en France pour des choses
voilà, de la vie courante, que ce soit des contrôles de police, que ce soit quelqu'un qui nous suit dans un magasin, et j'en passe. Autant d'anecdotes les, euh, que les personnes racisées connaissent. Et donc c'est vrai que c'était deux expériences contradictoires et ouais, qui ont posé beaucoup d'interrogations. Euh, D'autant plus que j'ai très longtemps cru que la France n'était euh, était un lieu de transit, que j'allais retourner vivre au Burundi. Et c'est ce que vous avez fait finalement. J'habite au Rwanda, alors c'est autre chose. Pour moi, habiter au Vous n'avez Rwanda, pas ouais, choisi ouais. de continuer à vivre en France. Je pense que c'est encore pour d'autres raisons. Le Rwanda, c'était un pays que j'ignorais absolument, pas autant que mon narrateur dans Jacaranda, que Milan, parce que j'avais grandi dans la région. Donc, bien sûr, il y avait des choses que je portais en moi, mais c'est un pays qui m'échappait. Première fois que j'arrive au Rwanda, le génocide vient quasiment de prendre fin. Donc j'ai 11 ans en 1994, et donc je vois un pays qui est un pays, un pays, enfin qui n'est même plus un pays, qui est un charnier. Et donc les années passant, je me rends compte que le pays change et que je ne comprends pas ce qui s'y passe, comment tout cela est possible. Donc, puis voilà, avoir des enfants également. Elle va pas être contente que je parle d'elle, mais voilà, c'est aussi essayer de comprendre comment on peut transmettre un pays qu'on ignore, enfin, qu'on ne connaît pas. À moins d'y vivre, je ne voyais pas très bien comment parler de ce pays qui pendant longtemps a été un pays idéalisé par ma famille rwandaise qui vivait au Burundi, qui était une famille de réfugiés. Et donc c'est vrai que c'était Une famille assez muette, comme dans vos livres. ouais, très muette. Ouais, ouais, une famille ouais, dans laquelle la parole ne circule pas, la parole est empêchée. Je pense parce que c'est le lot de beaucoup de réfugiés, de ne pas s'attarder sur les douleurs, sur les souffrances passées. Euh, et donc il y avait ce culte de la page qui se tourne, avançons et ne remuons pas le passé, ne parlons pas. Et donc tout ça crée beaucoup de questionnements. Et, on répond jamais totalement, mais de vivre sur place, ça permet quand même de combler quelques silences et quelques vides. Ouais. Est-ce par fidélité envers la mémoire de votre mère et de toute sa famille que vous avez décidé de vivre au Rwanda? Alors il y a ce que j'arrive à m'imaginer de façon, on va dire, assez rationnelle, à me dire de façon rationnelle pourquoi je vis au Rwanda. J'ai l'impression qu'il y a la question de la transmission euh, par rapport à mes enfants. Il y a peut-être l'envie aussi d'être pleinement ce métis dont je parlais, c'est-à-dire de comprendre tous les, tous les affluents qui me constituent. Donc, je connaissais la vie, le quotidien au Burundi. Je connaissais ma vie, enfin, ce que c'était qu'une vie en France. J'ignorais tout du Rwanda. Je passais au Rwanda quelques semaines pendant des vacances. Et on sait très bien que les vacances, c'est pas du tout la vraie vie. Et puis, même même la famille fait bonne figure à ce moment-là, donc on passe à côté de tout. Et donc, j'avais, m'exprimant dans mes chansons, dans mes textes,
sur, sur ces identités multiples, j'avais l'impression de ne pas connaître le Rwanda de l'intérieur, c'était mentir, me mentir, et peut-être mentir aussi à ceux qui pouvaient me lire ou m'écouter. Donc, il y avait une envie d'être beaucoup plus lucide sur finalement ces trois pays dans lesquels qui me constituent, avec lesquels j'apprends à vivre tous les jours. D'autant plus qu'on était dans une période, je vais dire jusqu'en 2021, où être franco-rwandais, c'était porter aussi en soi deux pays qui, qui ne se comprenaient pas politiquement. Et sur lequel, enfin, ces différends persistent encore aujourd'hui, ils sont encore le sujet de polémiques ardentes. Les secrets n'ont pas été levés, et d'ailleurs, dans votre dernier livre, vous en parlez. Tout n'a pas été dit, non, tout n'a sûr. pas été énoncé, tout n'a pas été accepté dans le sens des vérités et des faits accomplis. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travaux à effectuer et beaucoup de zones d'ombre, mais quand même, on est sorti d'un déni, un déni de responsabilité de la part de la France, une incapacité, une impossibilité de se parler. Donc, quand vous portez aussi en vous deux nations qui ne parviennent pas à se parler, c'est difficile. C'est continuer à porter cet antagonisme contre lequel je me bats, moi, de façon presque physique intérieure. Donc, c'était difficile. Il y avait dans les premières années au Rwanda même un sentiment anti-français, même anti-francophone, c'est-à-dire que même la langue française, on n'osait pas la parler. On n'est plus du tout dans ce cas-là aujourd'hui. La parole le discours d'Emmanuel Macron en 2021 a quand même permis de sortir de ce déni-là de pouvoir en discuter de façon plus sereine. À partir de quel moment vous avez ressenti la nécessité de prendre la parole? Alors, je dois dire que c'est comme si je n'avais pas choisi. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans, 13 ans, parce que ça s'est imposé à moi. Je vivais dans un contexte de guerre, je vivais au Burundi dans ce contexte de guerre, et un peu comme mon personnage dans Petit Pays, Gabriel, qui découvre les livres dans lesquels il se réfugie euh, pour trouver comme un endroit comme un cocon de stabilité. Moi, l'écriture s'est imposée comme ça à ce moment-là. Ça calmait la peur, ça permettait aussi de m'expliquer tout ce que je ne comprenais pas. Ça permettait peut-être de formuler ce que les adultes ne disaient pas. Voilà, et puis ça m'a poursuivi, cette nécessité d'écriture m'a poursuivi en arrivant en France. Mais jamais je me suis dit je vais devenir écrivain ou chanteur. Jamais, jamais de ma vie. D'ailleurs, voilà, je fais des études de chiffres. J'ai travaillé dans des fonds d'investissement après, dans la finance. Donc rien à voir, vraiment. Il n'y a aucun moment je me suis dit, tiens, je vais devenir écrivain. Enfin, c'était même pas envisageable. Et puis en m'ennuyant dans ce bureau avec ma cravate et mes taches de mayonnaise dessus, parce qu'on mangeait au bureau, j'habitais
à Londres, et puis on mangeait des triangles sandwich devant l'ordinateur. C'était ça, bac+5 pour arriver à là, je me disais, wow. Et donc, quand je quittais le bureau, j'avais besoin de trouver encore une respiration parce que tout ça était étouffant, un peu comme là. Tout ça était un peu étouffant et donc j'allais enregistrer des chansons le soir dans un studio. Je faisais des maquettes et puis une fois que j'ai réuni assez de chansons, je me suis dit tiens pourquoi pas sortir un album et c'est comme ça que j'ai sorti un album parce que c'était des chansons qui racontaient comme des chroniques autobiographiques qui racontaient un parcours. Donc c'est le, le fameux album Pili Pili sur un croissant au beurre qu'écoutait donc le fils de Catherine Nabokov. C'est comme ça. Et puis donc Catherine, qui est donc mon éditrice, a entendu les chansons. C'est bien d'avoir des enfants proches. Voilà. Et donc, ouais, c'est comme ça que tout s'est fait un peu naturellement. Mais alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que déjà, quand vous écriviez vos chansons, il y avait des récits, il y avait des mises en espace, Ouais. il y avait une écriture qui suspendait le temps, il y avait un début, il y avait une fin, il y avait vraiment déjà une écriture prête à s'élancer, peut-être pas plus loin, parce que je ne les oppose pas, je n'oppose pas la chanson à la littérature, mais il y avait un mode de récit que vous aviez trouvé et qui pouvait peut-être être le terreau d'autre chose. Alors ça, moi, c'est toujours difficile de se regarder écrire ou d'analyser ses écrits. C'était des longues chansons. Oui, ce qui ne plaisait pas à la maison de disques. On était partis. Ouais. On disait que c'était tout sauf commercial et que ça ne marcherait jamais. Donc ça, et puis aussi de parler du Rwanda, du Burundi dans des chansons, dans un album. On dit mais tu es fou, ça intéresse personne. Donc il y a quelque chose de très formaté fait dans la chanson, plus que je trouve dans la littérature pour exercer les deux pratiques. C'est-à-dire que on a rapidement quelqu'un qui vient en studio pour nous dire, qui écoute 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de chanson et puis qui nous dit voilà, il faut raboter ici, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et puis sur la pochette de l'album, il faudrait que tu changes de t-shirt. Enfin, il y a tous ces discours-là qui sont difficiles quand on veut déployer un univers. Donc, je me suis senti un peu à l'étroit après ce premier album, comme si il me manquait un espace d'expression et que j'ai réussi à prolonger avec le roman. C'est pour ça que la question de la musique et du roman, enfin des chansons et des romans, finalement, pour moi, c'est pas vraiment une question, parce qu'il y a toujours du prolongement. C'est pour eux. Oui, c'est pour eux. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est commun dans cette porosité et qui fonctionne, c'est-à-dire que quand vous chantez, vous nous embarquez. Quand vous écrivez, vous nous embarquez aussi dans un sentiment à la fois de désir de réflexion et de méditation sur la grande histoire, mais aussi dans un élan de douceur. D'où elle vient cette douceur? Et aussi dans le public des concerts, c'est très remarquable de voir ce qui se passe entre les chants. Les lecteurs, par définition, ils sont chacun dans leur espace en face du livre, mais dans un concert, il y a un collectif. Il se passe quelque chose d'ailleurs de corporel entre les gens quand ils viennent vous écouter dans vos concerts. Oui. Alors, pour moi, les concerts, c'est encore une autre dimension de l'écriture. C'est-à-dire, c'est l'écriture qui se fait corps, c'est l'écriture qui devient, qui devient un instant de mouvement. Et c'est pour ça que l'écriture d'une chanson, pour moi, c'est particulier, c'est écrire à l'oral.
j'imagine pas. On m'a souvent proposé de publier, par exemple, mes chansons en recueil, mais je n'écris pas des chansons pour qu'elles soient lues. J'écris vraiment les chansons pour qu'elles soient interprétées, qu'elles soient scandées, déclamées, chantées, rappées, peu importe. Et donc, le concert, c'est encore un autre espace, un espace qui est unique et sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais parliez de la douceur, je pense que la douceur, et encore une fois, c'est difficile pour moi de m'analyser, d'analyser mon écriture et tout ça parce que j'ai toujours peur de figer quelque chose dans mon esprit pour les textes que j'ai à écrire. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de révolte dans mes écrits, qu'il y a de la colère, il y a toute une palette d'émotions qui sont des émotions de l'âme humaine et qui m'intéressent. Moi, je suis intéressé par des artistes qui arrivent à travailler tout type d'émotions et c'est aussi pour ça que j'écris, c'est pour interroger toutes les émotions qui me traversent. Mais la douceur, je pense qu'on la retient parce que sur les deux romans, c'était une façon pour moi d'atténuer la violence dont, dont ces histoires sont issues. La violence de la guerre et la violence surtout du génocide. Quand vous vivez dans un environnement qui a vécu un génocide, la violence est telle que on parle souvent on dit qu'elle est indicible, qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Je pense que c'est pas une question d'exprimer la douleur, c'est qu'elle elle est trop vive. Elle est beaucoup trop vive et les mots, finalement, non seulement ne peuvent pas rendre compte de cette douleur, et, et en plus, à quoi bon des mots qui raconteraient cette douleur? J'ai commencé à m'exprimer en public avec mes textes donc, durant l'adolescence et c'était dans un cadre de commémoration. Euh, je faisais voilà, partie d'associations de la mémoire du génocide à l'encontre de Tutsi et donc on nous demandait aux jeunes de venir dire des textes entre deux témoignages de survivants. Et, et donc, la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était à ce moment-là. Mais quand un survivant vient de raconter son histoire, euh, à part des mots qui apaisent et des mots qui consolent, qu'est-ce qu'on peut bien trouver d'autre à dire? Donc, c'est pour ça que je crois que cette question de la douceur, elle m'est arrivée de cette manière. C'est pour consoler l'autre, mais d'abord pour me consoler personnellement. Et puis il y a aussi peut-être ce que je suis capable d'encaisser tout simplement, ce que je suis capable de supporter. Euh, il y a la question, par exemple, d'écrire des scènes qui rendent compte du génocide en train de se faire, des massacres. Eh bien, j'atténue la violence parce que je suis incapable d'aller plus loin. En fait, je vais le plus loin, au plus loin que je peux. Et donc, c'est voilà, peut-être que la douceur que vous ressentez, elle vient de, de tout cela. Vous avez trouvé une forme littéraire nouvelle pour pouvoir dire cette violence. On va en parler, notamment dans Jacaranda. Mais de cette violence, vous vous approchez doucement, en fait, car Petit Pays, qui est aussi le titre d'une chanson et le titre de ce premier roman qui vous avait fait découvrir d'un très large public dès les débuts de sa publication, parle d'une douceur, d'une bienveillance,
de l'amitié qui tient une place très importante à l'intérieur de votre travail d'écriture, notamment dans Petit Pays, et puis de l'incarnation de cette douceur, c'est-à-dire d'une bibliothécaire. Oui, Madame Economopoulos, ouais. Mais qui est même pas une bibliothécaire, hein, qui est la voisine qui possède une bibliothèque. Comme un, ouais. C'est encore mieux qu'une bibliothécaire. Ouais. Ben oui, je pense que inconsciemment, c'était pour parler de ce que procure la rencontre avec les mots, avec la langue, avec les histoires qu'on nous raconte, qu'on se raconte. Euh, j'ai rencontré l'écriture durant cette période de guerre et donc Gabriel, mon protagoniste, le narrateur de cette histoire, il a besoin de se sauver et il tombe sur ce trésor inestimable que représente une bibliothèque. C'est bon, c'est peut-être aussi c'est difficile d'analyser ça parce que pourquoi je mets des bibliothèques dans mes deux romans et des livres Dans les deux aussi. dans les deux, parce qu'on a le personnage de Sartre dans Jacaranda qui va se composer comme un butin de guerre, mais c'est tous les livres qu'il arrive à trouver pendant le génocide et qu'il ramène chez lui et qui préserve. Il dit lui-même il sauve, il sauve la culture, il sauve l'humanité. Bon, parce que j'ai la conviction profonde que, euh, que les artistes nous sauveront de nos ténèbres et de nos propensions à aller vers les désastres, qui sont ceux qui préviennent déjà les désastres à venir. Alors, souvent, on ne les écoute pas, mais ce sont les lanceurs d'alerte de nos folies à venir. Et donc, c'est quelque chose que je ressens profondément dans les livres, dans ce que produisent les artistes. Et puis, c'est le temps que l'on prend à être à l'écoute du sensible. C'est le travail d'un artiste. Et donc, euh, dans le fracas de ce que produit la bêtise humaine, les artistes sont parfois, parce qu'il y a des artistes aussi qui se fourvoient, hein, on l'a vécu aussi au Rwanda, certains artistes ont été des promoteurs de haine, mais, euh, mais voilà, il y a pour moi comme ça, comme une conviction qu'on se sauvera par la culture. Alors, dans un espace, dans cette région où j'ai grandi, la région des Grands Lacs d'Afrique, où finalement les livres sont peu présents, il y avait toujours un sentiment qu'un livre, quelque part, était comme un trésor qu'il fallait garder précieusement, qu'il fallait protéger. Et donc, d'ailleurs, je fais transbahuter la bibliothèque de Nathan Nicolimopoulos dans le salon d'Alfred à la fin de Jacaranda. Désolé de spoiler. Mais en fait, c'est un clin d'œil. Hein, c'est simplement un clin d'œil, mais cette continuité aussi euh, de ce qu'est le monde des artistes. Les artistes sont les grands métis, ceux qui sont irrigués par tous les courants et qui vont produire de la singularité à partir de tous les courants qui les irriguent. Et donc il y a un prolongement aussi comme ça de passer d'une bibliothèque à une autre, c'est permettre de faire voyager des sensibilités d'une âme à l'autre.
Dans les deux romans, les livres sont des refuges. Dans Petit Pays, le livre est une nourriture vitale pour le narrateur. Et dans Jacaranda, le livre est un refuge, y compris au sens physique du terme. C'est grâce aux livres, grâce aux cabanes de livres qu'on va pouvoir continuer à vivre. Oui, la littérature, enfin, l'art est un refuge. Ouais, l'art est un refuge. Je ne saurais pas dire plus que ça, si ce n'est que quand tout va mal, il n'y a rien de mieux que de mâchouiller un poème, pendant mâchouiller un chewing-gum, ou d'écouter 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 un artiste, de lire. Donc le rythme, Ouais. pour vous, la mélopée de la littérature est importante aussi. Bah, je pense que euh, c'est le son même de. Les livres sont remplis de sons et ils n'attendent que nous pour qu'on écoute le son dans lequel que portent les livres. On est les archers de ces sons, endormis. Alors il y a les sons endormis, mais il y a aussi les mots qui peuvent tuer. On se souvient qu'au Rwanda, c'est une radio qui a commencé la fabrique de la haine. Et ce n'est pas par hasard la radio des Mille Plateaux, des Mille Collines, pardon, sur laquelle le metteur en scène Milo Rao avait fait un spectacle il y a assez longtemps absolument stupéfiant. Comment cette fabrique de la parole et de cette radio, donc des Mille Collines, a-t-elle pu fonctionner selon vous? Je pose la question à l'écrivain qui est aussi chanteur, c'est-à-dire comment ces mots-là ont-ils pu être répercutés sans cesse pour produire une haine telle qu'elle a abouti concrètement à ce que des gens tuent? C'est presque un invariant de tous les génocides. Voilà, on se pose toujours la question de ce que c'est qu'un génocide. Difficile réponse au-delà de la question de droit. Il y a quand même des invariants, et c'est d'abord la déshumanisation. Et la déshumanisation, elle passe par la parole. Donc, j'ai grandi encore une fois dans un environnement où cette parole, parce que sous une autre forme et de façon moins, de façon moins importante, mais au Burundi aussi, on avait une parole qui se déployait et qui déshumanisait l'autre. Et donc cette déshumanisation, oui, elle doit commencer par les mots. Et ça, les idéologues l'ont bien compris. Formater les esprits, c'est d'abord travailler sur les représentations que l'on a du monde. Euh, Raison pour laquelle je pense aussi être attentif aux mots et aussi très vigilant par rapport aux mots que l'on emploie et très vigilant par rapport aux mots un peu à la politique pour parler des êtres humains. Et donc, dès qu'il y a des mots qui déshumanisent, euh, j'y vois un risque génocidaire. Alors, voilà, au Rwanda, cette radio, mais il n'y avait pas que la radio, il y avait la presse écrite également. Euh, on, on commençait, comme disaient les tueurs, on commençait le travail avant même que les armes ne s'expriment. On a commencé le travail par ces mots qui vont diviser et qui vont déshumaniser. Et c'est une longue histoire. C'est une histoire qui ne s'est pas faite en quelques années, parce que même si la radio des Mille Collines, elle, elle, a- elle arrive assez tardivement, finalement, quelques temps avant le.
le déclenchement du génocide en 94, eh bien, on avait déjà préparé les esprits bien avant par l'éducation également, qui avait fait des Tutsis, des citoyens de seconde zone, et puis également des animaux, des, des cancrelats, comme on les appelait, et donc, quand une radio, parce que la radio d'Émile Colline, elle avait ceci de particulier, c'était que c'était la radio écoutée par les jeunes, c'était une radio commerciale, une radio que tout le monde écoutait, hein. Il y avait de la musique, elle était entraînante, et c'est dans ce contexte-là qu'on qu'on appelait qu'on appelait à massacrer son voisin. Ouais. Donc, que dire d'autre si ce n'est que oui, les mots sont le premier pas vers la possibilité d'un génocide. J'en viens à l'invention de votre écriture. Dans Petit Pays, vous avez inventé une forme de littérature orale qui épouse complètement l'autre côté plus classique de la littérature. Vous avez réussi à incorporer des dialogues et des dialogues intérieurs à l'intérieur de la masse générale de la structure du récit. Dans Jacaranda, vous inventez encore une nouvelle forme littéraire, je crois, c'est-à-dire que pour pouvoir dire la vérité de l'histoire telle qu'elle est portée, non seulement par les historiens, mais ce qui vous intéresse plus, telle qu'elle est portée par les gens qui ont survécu, eh bien, vous donnez la parole. Et à l'intérieur de Jacaranda, il y a des pages et des pages, j'en ai des frissons rien qu'à le dire, où l'écrivain s'efface pour pouvoir donner la parole à celles et à ceux qui ont à dire les pages de la grande histoire. Comment avez-vous inventé cette intégration d'un récit, entre guillemets, historique, mais qui est énoncé à la première personne, pour nous dire la grande histoire? Euh, Merci. C'est un dispositif euh, que j'ai mis en place parce que j'avais du mal à me positionner par rapport à cette histoire bon, comme un sentiment d'illégitimité à parler directement de cette histoire. Bon, je ne suis pas un rescapé, je suis métisse, donc qu'est-ce que j'ai une autre réalité que le Rwanda, donc c'est de vouloir embrasser 25 ans d'une histoire rwandaise, surtout que Jacaranda, le projet de ce roman, c'était de dire comment nous avons fait pour vivre après ça. Ça, le fameux ça. Et donc, j'avais une envie très profonde, c'était de parler de la jeunesse rwandaise, donc 70% de la population. Et j'avais même envie de parler depuis son point de vue. D'où le personnage de Stella, qui est un personnage central, important, qui, pendant plusieurs mois d'écriture, enfin, a été la narratrice de cette histoire. J'ai voulu en faire la narratrice. Et donc, je parle de Stella qui représente la génération d'après le désastre. Alors, je faisais beaucoup d'entretiens avec des jeunes gens au Rwanda pour pouvoir m'imprégner de leur réalité. Et puis, je me rendais compte que finalement, s'il y avait un premier roman à écrire sur cette génération, c'était à elle, cette génération, de l'écrire, que j'étais peut-être pas suffisamment outillé pour pouvoir m'exprimer avec ses mots, avec son ressenti. Euh, mais j'en ai gardé beaucoup d'enseignements de ces entretiens. Donc il me fallait un autre personnage.
On en revient au personnage du métis, donc Milan est métisse. Ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est toujours le regard en contrepoint. Ce que je pense est intéressant dans euh, une vie comme ça, au confluent de plusieurs cultures, c'est qu'on arrive, c'est qu'on est dedans et en dedans et en dehors constamment. On arrive toujours à, à, à être des deux côtés de la frontière, voire sur la frontière. Et ça, ça m'intéresse en tant que personnage, parce que ce sont des personnages qui vont douter, ou en tout cas qui vont se questionner, qui seront toujours un peu dans l'inconfort, euh, ce qui est, ce qui est gage d'interrogation, l'intranquillité. Et donc, j'ai trouvé Milan et c'était aussi une façon de me dire, et moi, pour parler de la première personne, moi, Gaël, si j'étais né et j'avais grandi en France, dans la configuration familiale qui est la mienne, comment cette histoire me serait parvenue? Alors, elle serait arrivée par la télévision, c'est sûr. C'est certainement pas un récit euh, un récit familial qui me serait arrivé, mais c'est la télévision qui m'aurait sorti de de, de cette grande interrogation de qui je suis, pourquoi cette couleur de peau, pourquoi mes parents ne sont pas du même pays, quelle est l'histoire de, de ma mère. Et donc, j'ai voulu mettre beaucoup d'interrogations dans ce personnage. Et c'est aussi quelque chose d'assez excitant au moment de l'écriture, de s'imaginer ce que j'aurais pu être. Donc ça a été un moteur aussi d'écriture. Et donc le dispositif, c'était un dispositif de témoignage. Comment l'histoire du génocide nous parvient à une génération qui n'a pas vécu le génocide ou seulement à travers les médias et surtout à une génération euh, qui vit dans un contexte familial où on ne parle pas, où le silence est présent. Eh bien, ce sont les témoignages durant les commémorations, les témoignages durant les procès, donc, les questions des procès de la Tchatcha, qui sont ces fameuses juridictions populaires qui ont été mises en place au Rwanda après le génocide pour pallier au manque de moyens de la justice moderne. Et donc, il y avait, et puis il y a aussi des témoignages de façon plus personnelle, par exemple le témoignage de Céline qui va raconter à Milan l'histoire de sa mère Venancia. Et donc, c'est effectivement une façon de s'effacer en tant qu'auteur. Alors, voilà, jusqu'au bout de cette histoire, je me suis senti illégitime. Il a fallu que je fasse lire mon roman à des gens qui m'entourent, à des gens qui me connaissent, à des amis aussi rescapés, pour peut-être me débarrasser de ce sentiment-là. Mais jusqu'au bout, je ne savais pas. J'essayais quelque chose. Et je pense que Donc, vous avez été surpris aussi du succès du livre et de la légitimité que vous aviez à vous exprimer sur ces sujets-là. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où des gens qui m'entourent, qui viennent directement de la blessure de cette histoire-là et qui, eux, seraient véritablement légitimes à écrire sur cette histoire-là, parce que je pense profondément que si on veut comprendre un génocide de l'intérieur, il faut lire les récits des rescapés. Mais à partir du moment où j'ai eu une approbation de ces personnes-là, et je me suis senti responsable de cette histoire et j'étais
Et j'étais capable de venir jusqu'à New York ce soir pour en discuter. Ouais. Mais je pense que vous êtes la nouvelle génération qui pouvait dire de cette manière-là et continuer à dire le génocide du Rwanda. Il se trouve qu'après le génocide du Rwanda, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont été invités au Rwanda, il y a eu beaucoup d'ateliers d'écriture. Ça a été un lieu, de manière très étrange, mais un lieu effectivement où les écrivains ont été sollicités. Il y en avait beaucoup qui voulaient y aller. Et il y a eu des œuvres magistrales, enfin, par exemple, Jean Hetzfeld, Ouais. qui a écrit plusieurs livres dans le nuit de la vie et qui a enregistré les paroles des rescapés. Mais vous, vous allez encore plus loin. Mais vous allez dans la même, je crois, la même lignée que Jean Hetzfeld. C'est-à-dire que cette mémoire-là ne s'efface pas et qu'en même temps, grâce à la parole, quelque chose de l'écrivain, alors il n'est pas porte-parole au sens idéologique du terme, comme il y a des porte-paroles dans les partis politiques, mais n'empêche qu'il y a un côté éveilleur de conscience, peut-être lanceur d'alerte, et aussi porter la parole au sens propre du terme pour que ça perdure dans les mémoires, y compris des plus jeunes. Ouais. Je crois que alors, c'est vrai que je ne me serais certainement pas permis d'écrire si je n'avais pas lu d'autres livres sur le sujet. Jean Asfeld, je pense aussi à tout ce travail de Fest Africa, écrire par devoir de mémoire. Donc, c'est un certain nombre d'auteurs Collectif. collectifs du continent africain qui se sont posé la question de pourquoi nous n'avons pas pris la parole en 94. Et donc, c'était presque un acte moral de rachat par rapport à ça. Et donc, ils sont venus à l'été 98, ils sont la plupart restés 3 mois avec un projet un peu fou de chacun revenir avec une histoire. Et il y a des livres fabuleux, vraiment, que je vous invite à découvrir. Donc, le plus fameux de ces livres, c'est bien sûr Moulombi de Boubacar Boris Diop, mais il y a La Moisson de crâne de Waberi, et il y en a tant d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est un corpus littéraire qui, moi, m'a permis de saisir ce que la littérature pouvait dire de cet événement-là. Mais j'ai toujours été, pour parler de Jean Asfeld, c'est toujours compliqué pour moi de me dire, de parler directement depuis le cœur du génocide, parce que c'est ce que fait Jean Asfeld. Hein. Ce sont des récits et des survivants, des survivantes, mais aussi des bourreaux, avec une saison de machette, par exemple. Et donc, de parler directement du massacre en cours, moi, j'ai pas ces ressources-là. J'ai pas ces ressources en moi, je ne pense pas. Peut-être aussi parce que, euh, et, et là c'est peut-être là que je vais mettre une différence entre ces auteurs et des auteurs comme Dominique Sélis ou Beata Ouli Mérès, Dorcy Lugamba, voilà, des gens qui, on va dire, euh, je me reconnais peut-être plus dans leur démarche, c'est que nous parlons directement de nos familles. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit ces histoires-là, on parle de nos familles. On a ces images-là et on porte cette douleur de façon très vive. Et, et donc, il y a des endroits, des lieux qui sont peut-être trop difficiles à raconter, ou bien on les raconte d'une autre façon. C'est pour ça, quand vous dites la nouvelle génération, effectivement, on est peut-être la première génération. Il y a Scholastique Mukasonga qui est notre aîné, qui a fait voilà, un travail de très long terme enfin, sur la région du Bouguessera, sur laquelle travaille aussi Jean Asfeld. Mais de raconter le Rwanda d'après,
de raconter depuis la perspective de notre génération, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau. Et donc, il y a une autre approche. On n'a peut-être pas suffisamment encore de recul pour savoir, mais je ressens qu'il y a une autre approche, une autre sensibilité par rapport à cet événement. C'est-à-dire ce que j'ai ressenti en tant que lectrice, mais je pense qu'on est nombreux à l'avoir ressenti, c'est que vous ne parlez pas en tant qu'écrivain à la place d'eux, de votre arrière-grand-mère, de votre grand-mère, mais vous êtes à votre place. Et cette place-là, vous l'avez conquise par l'écriture. Et je me demandais, puisqu'il est beaucoup question de ces tribunaux de la parole qui ont été faits pour pallier au manque de moyens de la justice pour pouvoir faire procès, faire la loi, décider au nom de la loi avec un grand L. Je me suis demandé si aussi il n'y avait pas un modèle de justice et il n'y avait pas un statut de la parole qui est assez exemplaire et qui a permis le Rwanda et le génocide du Rwanda. C'est-à-dire que dans votre roman, Jacaranda, eh bien, celles et ceux qui ont le courage de prendre la parole et de délivrer par des mots les massacres, les tueries, les assassinats qu'ils ont commis, ils vont peut-être pouvoir re-rentrer à l'intérieur du collectif. Mais celui ou celle qui ne veut pas parler, il n'y arrivera pas. Non seulement il n'y arrivera pas, tout le monde sait qu'il est responsable d'ailleurs, mais il ne veut pas énoncer par des mots qui viennent de son corps ce qu'il a commis. Et celui-là, il ne va pas y arriver, et les autres s'en chargeront de lui trouver un chemin de justice plus tard. Donc, comment, et ça, c'est par votre écriture, Gaël Faye, que dans Jacaranda, vous parlez de choses aussi graves que ça. Donc, comment considérez-vous que la parole peut délivrer quelque chose? Est-ce qu'elle peut réintégrer dans un collectif d'humanité? Je pense elle est essentielle. Alors, pour moi, il y a deux volets, disons, dans aujourd'hui qui ont permis que le Rwanda se normalise. C'est c'est la mémoire, c'est le travail sur la mémoire déjà, c'est-à-dire que le génocide à l'encontre des Tutsis est est un fait, est un événement qui, qui est pris en compte par les autorités, on a 3 mois de commémoration. D'ailleurs, là, on rentre Et il y a des jeunes qui en ont ras-le-bol de ces commémoration. 3 mois de commémoration. Oui, alors, oui, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, c'est un sentiment qui est particulier. C'est que c'est lourd, c'est pesant pour des générations qui n'ont pas vécu, mais qui sont, qui sont les enfants de cet après-là. Et il faut savoir que le génocide, il est présent dans toutes les relations humaines au Rwanda. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais ça arrive ça peut être de façon très anodine, c'est-à-dire on visite une maison et puis d'un coup on dit bah, elle a été construite avant ou après le génocide. Enfin, c'est un mot comme ça qui vient, qui arrive, qui surgit dans des discussions voilà, façon très banale. Et donc, c'est-à-dire que c'est un événement plus qu'une borne, c'est comme un fondement. C'est comme si la société s'était fondée, et d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé, c'était fondé sur cet événement. C'est à partir de cet événement qu'on s'est dit comment nous allons vivre à nouveau, comment nous allons recréer, comment nous allons refaire société. Et, et- et donc, euh, et donc oui, c'est un poids et en même temps c'est une responsabilité. Et je crois que même les jeunes générations se sentent pris
entre ces deux sentiments, de se dire ben, c'est très lourd, mais en même temps, on a ce devoir parce parce qu'il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de sacrifices pour qu'à nouveau ce- cela se reproduise. Alors, donc il y a la mémoire qui est très présente, et puis il y a la justice. C'est quand même un cas absolument unique, en tout cas dans cette région du monde, euh, où des procès ont eu lieu. Moi, je viens au Burundi, il y a eu des massacres voilà, depuis longtemps, jamais aucun procès. Euh, Là, c'est une société entière qui met en place des procès. Donc, c'est quand même 2 millions de procès entre 2005 et 2011, 2012, quelque chose comme ça, sur vraiment un très petit espace qui touche, qui va, qui a touché quasiment toute la population. Euh, la particularité, donc, ça les historiens le répètent, c'est que la particularité du Rwanda, c'est que les tueurs connaissaient leurs victimes, les victimes connaissaient leurs tueurs. C'est la proximité, on est dans ces liens de voisinage très imbriqués, qui fait que comment une société peut à nouveau exister euh, si on ne permet pas aux gens d'exprimer, de parler, de dire. Alors, ça permet de retrouver une forme Parce que tout le monde sait tout, en fait. Tout le monde sait tout. Alors, vous parliez des gens qui se taisent, il y a des gens qui ne parlent pas. Mais tout le monde sait ce qu'ils ont fait, même s'ils ne parlent pas. Alors, il y a des... Alors, il y a tellement de cas, donc c'est compliqué. Par exemple, il y a des familles qui ont disparu. Il y a des gens enfin, des familles entières qui ont disparu. Et donc, il n'y a plus personne pour témoigner. Et donc, oui, les tueurs sont là, mais parfois les tueurs ne parlent pas et ne parleront jamais. Et des tueurs qui parlent au bout de 30 ans. On assiste en ce moment à beaucoup de sorties de tueurs qui sortent des prisons et puis comme ils ont purgé leur peine, et bien, ils disent ben voilà, le charnier est là. Et donc, ça, c'est des histoires qui arrivent tous les jours en Rwanda. Et donc, bon, c'est d'une complexité infinie. On pourrait faire des milliers de romans pour raconter cette histoire, enfin, ces histoires et la réalité de ce pays. Donc au centre, je vais peut-être arrêter. Non, mais je ne sais pas quelle heure il est. Mais j'ai encore beaucoup de questions, mais je vais peut-être vous laisser la parole. Je vais vous poser une question, une dernière question qui est au centre, je pense, de votre engagement dans l'écriture et qui est incarnée de manière bouleversante par ce personnage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est au centre de Jacaranda, qui s'appelle Stella, qui ouvre et qui ferme le livre d'ailleurs. La mémoire, la transmission de la mémoire. Euh, Si on ne dit pas aux futures générations, elles vont être encore plus impactées que si on leur dit. Ouais. Je- c'est, Elles vont porter quelque chose qui va les habiter dans leurs rêves, dans leur futur, peut-être quand elles auront elles-mêmes des enfants. Enfin, on ne sait pas sur combien de générations. alors, moi, je peux parler en tant qu'enfant de personnes qui ne s'exprimaient pas, d'une famille qui ne s'exprimait pas. Je considère que le silence est un poison. Mais je peux comprendre aussi, en tant que parent, en tant qu'adulte par rapport à des enfants, cette envie de protéger. Euh, donc c'est encore une fois, c'est un rapport qui est ambigu, qui est complexe, qui est aussi un... Et puis chaque famille a ses propres dynamiques. En fait, chaque histoire a ses propres dynamiques. Par exemple, dans Jacaranda, Eusebi n'arrive pas, donc la mère de Sela n'arrive pas à lui parler directement, mais elle peut s'exprimer dans un stade, raconter son histoire dans un stade en direct à la télé. Et ça, c'est aussi des histoires auxquelles on assiste. Et
Je connais des artistes qui écrivent sur ces sujets-là, qui sont incapables d'en parler à leurs enfants. Et donc, c'est en ça que les dynamiques de silence et de prise de parole, elles sont riches. Et, et donc, oui, mais je, je reste persuadé il faut pouvoir en parler, mais encore une fois, avec quels mots, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Et là est la difficulté. Et peut-être que c'est notre rôle en tant qu'artiste de trouver une voix ténue pour dire de façon sensible qui est difficile à appréhender. Toute cette souffrance, toute cette, toute cette folie humaine. Qu'est-ce qu'on fait une fois on a cette information-là? Comment on continue à vivre avec ça malgré tout? J'en reviens au livre. Hein. Je remercie Primo Levi, Marie Capèche. J'avais besoin de ces mots, ce qu'on dit au Rwanda, c'est celui qui a traversé la nuit, qui peut raconter la nuit. Donc c'est ça, j'avais besoin de ces mots-là pour moi aussi me permettre de trouver quelques mots pour essayer de, de dessiner un début de réponse à des questions insolubles. Vous qui avez une si belle voix, vous ne voulez pas terminer cet entretien par la première page de votre livre? Stella. Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son amie, son enfance, son univers. Les hommes aux machettes étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur? Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours. Limpide, en éblouie. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à sa fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol, s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acérées. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre, les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore, ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ses questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre.
Le médecin insiste. Stella se claque-mure. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda. Des questions? Merci. Merci beaucoup pour ces moments. Il y a une citation de Sartre, le vrai, pas le vôtre, que François aime bien rappeler en cours, qui est, et François, dites-moi si je dis n'importe quoi, je suis dans la bibliothèque comme devant autant de petits cercueils. Et c'est une citation qui est intéressante à mettre en parallèle avec le Sartre, mais le vôtre, pas le vrai, et sa bibliothèque. Et la question, donc, ce serait, est-ce que, pour vous, est-ce que c'est des petits cercueils, des livres, et aussi pourquoi avoir fait des livres un butin de pillage? Alors, je ne sais pas ce qu'a voulu dire Jean-Paul Sartre par les petits cercueils, parce que, comme une pensée qui serait renfermée et qui mourrait, je ne sais pas. Mais moi, ce que je voulais dire, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était effectivement, les livres contiennent une musique, un enseignement, des sagesses, et peut-être que là, ça rejoint ce que dit Sartre, qui reste morte, tant qu'on n'ouvre pas le livre, et tant qu'on ne lit pas. Encore mieux, tant qu'on ne lit pas à voix haute. C'est ça, c'est que effectivement, on peut pas, enfin, on peut avoir des villes entières de livres si si on ne les lit pas, on reproduit les, les mêmes erreurs, alors on a peut-être toutes les solutions déjà à disposition. Donc c'est euh, ce que dit aussi Gabriel dans Petit Pays. À la fin, il est adulte, il dit: je vis maintenant dans un pays où il y a des bibliothèques partout, il y en a tellement que personne ne lit les livres. C'est ça, il y a une telle abondance on finit par passer à côté. Euh, et, il se rappelle de la rareté de ce que représentait un livre dans son enfance, et un trésor. Et donc, alors pourquoi un butin de guerre? Ça m'est venu d'une histoire vraie que j'ai trouvée assez folle. Il y a un artiste à Kigali qui est quelqu'un de très érudit, mais qui a grandi dans une famille très modeste, donc dans le fameux quartier que je décris dans Jacaranda, qui est Nyamirambo. Et, euh, et ce garçon, il arrive à citer tous les auteurs, et c'est lui qui m'a raconté cette histoire, donc qui est une histoire vraie, que pendant le génocide, Nyamirambo est à côté d'un quartier qui s'appelle Kivu, donc un quartier où vivaient beaucoup de Blancs, d'Européens, d'Occidentaux. Et donc, au moment de leur départ, ils sont partis donc, de façon précipitée, parce que les Nations Unies, l'armée française, l'armée belge est venue rapatrier ces personnes, évacuer ces personnes. Eh bien, ils ont laissé leurs livres, et, et les maisons étaient pillées. Et les seules choses qu'on ne pillait pas, c'était les livres. Voilà, donc, je me disais, c'est quand même une histoire assez folle, de se dire que peut-être ce qu'il y a de
pour moi, à mes yeux, le plus précieux n'était pas pillé, et ça raconte beaucoup pour des gens qui sont en train de commettre un génocide, qui sont en train de commettre les pires atrocités, qui ne pillent pas les livres. Ça, pour moi, ça dit tout aussi de ce que représente la, l'ignorance, la bêtise humaine. Donc, voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Je ne peux pas croire que je suis en train de vous poser des questions. Parce que moi, je suis fan pas seulement de votre écriture, mais aussi de votre musique. Aussi, vous excusez mon mauvais français. Ma première question pour vous, c'est que, en fait, vous me rappelez Kuruma, dans le sens que lui, puisque lui n'a pas commencé non plus comme écrivain, mais il a commencé en travaillant comme actuaire. Et moi, oui, et moi, je devine que vous n'avez pas fait vos études en littérature. Donc, ma question pour vous, c'est que, est-ce que vous pensez que, puisque vous n'avez pas fait vos études en littérature, est-ce que ça vous permet de vous exprimer, je ne veux pas dire d'une façon genre, qui vient du cœur, mais plutôt euh, d'une façon qui vous convient pour digérer tous les sentiments que vous avez eus. Et puis, ma deuxième question, pardon, ma deuxième question est que, est, euh, parce que vous avez dit que le Rwanda est quand même un pays qui vous a échappé, est-ce que ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, par exemple pour le conflit qui se passe au Congo aujourd'hui, dans lequel le Rwanda joue un rôle assez controversé, vous touche aussi que le génocide. Merci. Merci. Je tremble trop. Merci beaucoup. Alors, j'ignore ce que ça fait que de faire des études en littérature et de devoir après écrire. J'imagine que c'est... non, mais déjà, à mon petit niveau, je sais que pendant longtemps, si je n'avais pas rencontré Catherine, je pense que j'aurais pas tout de suite écrit de romans, parce que j'avais été impressionné par beaucoup trop de romans, de classiques, qui m'empêchaient d'une certaine façon de m'y mettre, enfin, en tout cas de m'assumer. Et, je parle souvent de Dostoïevski parce que ça a été euh, comme ça des chocs de littérature et de maîtrise de la psychologie humaine, me dire ah bon, si c'est ça écrire un roman, bah, jamais j'en ferai rien, quoi, voilà. Mais bon, après effectivement j'avais peut-être aussi plus de naïveté que des étudiants en littérature qui vont analyser pendant des années les textes des autres, donc ça. Et c'est marrant que vous parliez de Kuruma parce que comme j'étais intéressé, que je faisais des études de finance, d'assurance, d'actuariat, en fait, à un moment donné, j'ai passé, il y a un moment donné dans mes études, j'étais à Lyon et je vois dans le journal que Kuruma habite à Lyon. Je dis, c'est incroyable. Et donc, euh, à l'époque, il y avait encore, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait le Potin, il y avait l'annuaire téléphonique, donc je regarde et je tombe sur son numéro de téléphone et donc je l'appelle et donc là il répond et donc on s'est donné rendez-vous, j'ai une photo avec Kuruma, voilà, on est allé prendre un café ensemble, voilà, et puis on avait parlé d'actuariat et de littérature. Ouais. Il était plus grand que moi, c'était un colosse. Euh, et donc, oui, certainement que ça doit, je dois avoir un peu plus de naïveté pour aller à l'écriture. Donc, ça doit m'aider d'une certaine façon. Mais je crois que ce qui m'aide le plus, c'est aussi la musique. Ouais. La musicalité, des mots, de jouer aussi avec la langue. Alors,
Deuxième question qui est beaucoup plus complexe. Ça me touche énormément, bien entendu, ce qui se passe à l'est du Congo et c'est depuis 30 ans. C'est-à-dire que là, la résurgence, parce il y a une résurgence il y a quelques années du mouvement du M23, euh, euh, soutenu par le Rwanda, effectivement, fait l'actualité un peu plus, forcément, mais, euh, mais c'est une situation que l'on vit dans la région. En fait, il y a une vision lointaine où on aurait l'impression qu'il y a le Rwanda d'un côté, le Congo, mais c'est très poreux, en fait. Par exemple, la frontière entre Gisenyi et Goma, c'est une des frontières où il y a le plus de mouvements de population en Afrique. C'est vraiment... Et donc, ce qui se passe est terrible. J'aurais du mal à analyser ici. Je peux simplement dire que et j'espère qu'on trouvera des solutions politiques et pas des solutions armées à, à tout ce qui se passe. Que tous les réfugiés congolais, rwandophones qui sont dans les pays limitrophes, comme nos familles à nous, réfugiés tutsis dans les pays limitrophes du Rwanda avant le génocide. Enfin, c'est le cas de ma famille qui était au Burundi. J'espère que ces gens-là pourront aussi retourner au Congo, dans leur pays, que l'idéologie génocidaire aussi va pouvoir être arrêté parce que depuis le point de vue rwandais, il est aussi beaucoup question de ça, des fameux FDLR, donc ces mouvements armés qui sont issus des génocidaires rwandais qui se sont enfuis au Zaïre, qui est devenu la RDC. Donc il y a cette question-là qui, je trouve, qu'on ne met pas suffisamment en avant, mais qui est quand même une vraie question politique, parce qu'on parle souvent des minerais, on parle souvent des pillages de ressources, mais comme si on voulait expliquer tous les conflits africains par des questions de ressources. Il y a des questions d'identité et des vraies demandes politiques. Voilà. Donc je vois qu'il y a plein de pourparlers à Luanda, à Nairobi, maintenant au Qatar. Donc je me dis peut-être que le fait que ce soit un peu plus médiatisé, qu'il y ait un rapport de force maintenant entre les mouvements du M23 et Kinshasa, ça va permettre qu'enfin on assiste à un vrai dialogue diplomatique et politique pour pouvoir arranger la situation. Voilà. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je l'ai trouvé très personnelle et très sensible. Ça me rappelle aussi, on citait tout à l'heure Sartre, mais un vers de René Char qui disait, si je me souviens bien, la parole soulève plus de terre que le fossoyeur. Il se trouve que moi-même, je suis enfant d'immigrés, mais de peau blanche, et dont les grands-parents ont échappé successivement au camp soviétique, puis au camp nazi, en se réfugiant en France. Ils sont devenus français après la guerre, d'ailleurs. Et je trouve que la question que vous avez posée à la fois sur la parole confisquée qui impacte les générations est tout à fait juste, ça m'a concerné, mais aussi sur le fait que la question du Rwanda, au travers du génocide, est aussi une question universelle qui touche bien d'autres génocides au XXe siècle, du Cambodge au génocide nazi, etc. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un commentaire. Merci beaucoup. Beaucoup d'artistes sont nés dans des circonstances contradictoires qui les ont forcés à réfléchir sur leur identité et à mélanger leur expérience pour créer une nouvelle vision du monde. En tant qu'artiste, comment avez-vous utilisé votre identité pour découvrir cette troisième chose? Et dans les années qui ont suivi le succès du livre du film,
Est-ce qu'une nouvelle perspective a formé? Merci. Est-ce que j'ai des nouvelles perspectives? C'est ça, après avoir sorti les livres. Alors, c'est souvent des questionnements. Je ne sais pas. Là, en ce moment, je travaille sur un album parce que j'ai envie de revenir à la musique. Mais c'est souvent lorsque je ressens comme une question sans réponse que je me jette dans un projet. Pour Jacaranda, il y avait la question du silence. Je sais que c'était le silence me dévorait et je savais pas comment faire pour comprendre sa dynamique et quel impact il avait sur moi. Il y avait aussi le fait d'habiter au Rwanda aujourd'hui, dans un pays post-génocide. Je ne connaissais pas mon rapport véritable au Rwanda. Il fallait que je le questionne. Comme je disais, la première fois que j'arrive au Rwanda, ce n'est pas un pays. Et puis aujourd'hui, c'est une nation. Voilà, c'est un vrai pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais besoin de revenir comme ça, d'autant plus qu'on commémorait les 30 ans l'année dernière. Donc, 30 ans, c'est une génération. Donc, c'était pour moi aussi important de figer ce qui s'était passé. Je parlerai aussi d'un film que j'ai co-réalisé en 2022 qui s'appelle Le silence des mots sur des femmes survivantes du génocide des Tutsis Rwanda et qui est un film aussi qui a été fait dans l'urgence parce que on était suite au discours d'Emmanuel Macron qui avait reconnu les responsabilités politiques de la France, mais qui dans un même élan avait d'une certaine façon absous l'armée française, avait dit que l'armée française avait pleuré avec les survivants et ça a été une parole difficile à entendre pour moi parce que je savais que des plaintes avaient été déposées par des femmes rwandaises contre des soldats français. Et donc, l'urgence de faire ce film est venue comme ça. C'était de donner un visage à ces femmes, de leur permettre d'exister après un discours qui les niait. Donc voilà, à chaque fois, c'est peut-être une nécessité qui m'amène vers un projet, une envie. Par exemple, nous avons mis en scène la pièce de Petit Pays en Kinyarwanda. Et donc on va la jouer là dans quelques mois à Avignon, en France. Et peut-être, j'espère qu'on viendra aussi à New York parce c'est fabuleux parce que là, c'est la nouvelle génération qui s'empare de ces mots-là par le chant, par la danse, par le corps et en Kinyarwanda, donc surtitré en anglais, en français. Et donc, c'est là, pour moi, c'est comme Finalement, pourquoi j'écris, c'est aussi parce que je n'ai pas accès à ma langue maternelle, qui est le Kinyarwanda. Donc, ma mère ne m'a pas parlé sa langue, je n'ai pas pu apprendre cette langue. Et donc, écrire en français, c'est aussi une façon de retourner vers le Kinyarwanda. Et donc, quand un texte que j'écris en français revient par le Kinyarwanda dans un jeu de pièces de théâtre, pour moi, c'est un cercle qui fait sens dans ma démarche. Donc, voilà. Chaque projet en appelle un autre. Merci. Une dernière question, et si vous êtes plusieurs, peut-être à ce moment-là, on prend les questions les unes à la suite, et Gaëlle répondra globalement. J'ai juste un commentaire à faire. J'aime beaucoup la phrase j'étais une attraction, le fruit étrange d'un tortueux arbre généalogique. Est-ce que ce n'est pas un extraordinaire privilège? Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais
Euh, ouais. Merci. Oui, je suis analyste financier, donc j'ai aussi mangé beaucoup de sandwich triangle. Oui, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé d'atténuer la violence. Est-ce que c'était pour l'auteur vous-même ou pour le lecteur? Ma deuxième question, c'était, vous avez aussi parlé d'avoir beaucoup lu avant d'écrire. Est-ce que c'était important pour vous d'écrire différemment de ce qui a été écrit auparavant? Merci beaucoup. Donc, j'avais surtout une question par rapport à votre rapport au temps, à la temporalité. Et j'ai souvent l'impression que génocide n'existe qu'au passé. C'est un mot qu'on conjugue avec une espèce de recul qui fait que tout est toujours trop tard. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être là dans un pays, une université qui étouffe le mot à nouveau aujourd'hui? Merci, parce que là, si je peux répondre d'abord. Ouais. Alors, le tortueux mélange, oui, je pense que c'est merveilleux, mais il faut réussir à, voilà, à assembler tout ça de façon harmonieuse. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est ce que je racontais. Pour la question donc de la lecture, c'est ça, de lire avant d'écrire. Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Enfin, il faut être lecteur avant d'être écrivain. Souvent, on me demande c'est quoi ton conseil pour devenir écrivain. Je dis lis. Est-ce que vous avez eu la volonté d'écrire différemment? Et en fait, je me suis même pas vraiment posé la question. J'écris parce que ce que j'ai à dire, j'ai l'impression que je ne l'ai pas lu encore. Donc, si je commence à écrire et que ça me fait penser à quelque chose, voilà, qui existerait déjà, le livre ne sortira pas. Enfin, les textes, j'en ai plein des textes comme ça que je commence et je me dis, bon, j'apporte rien. J'apporte rien. Et donc, c'est des textes qui restent dans mes cahiers, mais voilà, j'ai pas le souvenir de livres, par exemple, sur l'après-génocide. Et donc, sur la question du génocide que l'on conjugue au passé, en tout cas, c'est aussi ce que je dis dans Petit Pays. Au départ de l'histoire, Gabriel est en train de regarder la télé. Donc lui, il ne parle pas de génocide, mais il parle de ces enfants qui arrivent sur les plages d'Europe. Et il dit, voilà, c'est de l'information, on raconte leurs histoires. Mais un jour, eux raconteront cette histoire. Et tout à l'heure, je parlais de cette génération de Rwandais qui écrit aujourd'hui, 30 ans plus tard, donc Dominique Sélis, Beata Mugimérez, Torsi Rukamba, et en fait, il nous a fallu 30 ans pour mettre des mots. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Alors, je ne connaissais pas le débat, désolé, je ne connais pas le débat qu'il y a à NYU avec les mots et la situation, j'imagine, à Gaza. Voilà. Donc, je suis mal placé pour en parler, mais ce que je peux dire, c'est que dans quelques années, des enfants de Gaza raconteront l'histoire qu'on n'entend pas aujourd'hui aux informations et qui ne sera pas de l'information, qui sera du vécu, du ressenti. On a besoin de temps parce qu'en fait, en 94, on n'avait pas les mots, on était dans la sidération. On reste dans la sidération, et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est toujours dans la sidération, mais le temps nous permet d'essayer de trouver une petite voie, un petit chemin pour commencer à dire des choses. Et c'est pour ça aussi que je parlais de la littérature de la Shoah, c'était aussi une façon de dire j'ai dû lire d'autres pour comprendre ce qui m'était arrivé.
Ah d'accord. Donc merci mille fois Gaël, merci Laure. Les livres de Gaël sont à vendre à l'entrée. Et je vous donne rendez-vous avec Laure donc, le 1er mai pour accueillir Yannick Nahins, et puis de manière plus générale pour suivre nos activités. Lundi, on inaugure l'exposition consacrée à Jean Nouvel aux USA. Et donc à bientôt.